Bonjour Florent, pour Reportage VIP, nous sommes avec Caroline Chavereau. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Eh ben, je vais bien, merci. Quand et comment avez-vous découvert le trail? Eh bien, en fait, début 2012, en fait, non, pardon, excusez-moi. J'ai commencé le trail début 2012, mais j'ai découvert l'existence du trail, je pense que ça devait être en 2008 ou 2009, lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant. On a fait un tour au Salève et on s'est fait doubler par des coureurs en fait, et dans une descente un peu technique. Et là, je me suis dit, ah, ça doit être sympa comme sport, j'aimerais bien le pratiquer une fois. Et puis après, j'avais vu un reportage sur l'UTMB, là aussi, ça m'avait un peu titillé. Je m'étais dit, j'imaginais plus l'UTMB comme une espèce de grande randonnée organisée, mais je m'étais dit, ah, ça peut être un beau défi de faire le tour du Mont Blanc en une seule traite. Et puis bon, j'ai pas spécialement cherché à faire du trail parce qu'après j'ai eu donc mon deuxième enfant, puis un troisième. Mais lorsque j'ai accouché de mon troisième enfant, là, il me tardait vraiment de reprendre une activité sportive. Et je me suis dit que finalement la course à pied, c'était le plus simple parce que ça nécessite pas beaucoup de temps, pas beaucoup de matériel. Et puis j'avais des beaux sentiers à côté de chez moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à courir en forêt début 2012. Et puis après, pour me motiver un peu, pour m'obliger à continuer à m'entraîner, eh bien, j'ai décidé de participer à un trail en mai 2012 et c'est comme ça que ça a commencé. Le trail des aiguilles rouges, C'était non? le trail du Salève. C'est un petit trail qui n'existe plus maintenant, mais voilà, le Salève, c'est la montagne que j'ai eue en face des yeux toute mon enfance. C'était une jolie course de 40 km sur des terrains assez escarpés. Et puis effectivement, j'ai participé au trail des aiguilles rouges à la fin de l'année. Et c'était le premier trail vraiment long auquel j'ai participé, 50 km et 4000 mètres de dénivelé. Et là, bah voilà, c'est là que j'ai attrapé vraiment le virus. Pratiquiez-vous auparavant d'autres sports? Oui, oui, j'ai toujours été sportive. Bon, mes parents étaient des marcheurs, c'était pas spécialement des sportifs, donc j'ai pas eu la chance d'être initiée vraiment à des sports de pleine nature dans mon enfance, à part la marche et le ski alpin. Mais par contre, après, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à faire du kayak de compétition. Et puis, lorsque j'ai arrêté la compétition en kayak, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'escalade, de l'alpinisme aussi. Voilà, je dirais que c'était un peu du VTT. Après, j'ai fait pas mal de VTT aussi avant de tomber enceinte. Et puis, un tout petit peu de course à pied de temps en temps, mais vraiment pas, voilà, c'était pas une passion. En compétition, vous avez fait du slalom en canoë de Oui, 92 à 98 avec l'équipe suisse. oui, tout à fait, oui, oui, oui. Et j'avais un ami à l'époque qui était en équipe de France, qui avait été champion du monde. C'est un tout petit milieu, le kayak, donc on se connaissait tous. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire de la compétition, mais bon, j'étais pas plus douée que ça. Donc au bout d'un moment, je me suis lassée de m'entraîner beaucoup, beaucoup sans résultat. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et est-ce qu'il y a un apprentissage qui vous sert encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours ou le trail? Oui, 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 complètement. Bah déjà, quand j'ai commencé à m'entraîner en course à pied, je me suis un peu basée sur les connaissances que j'avais du kayak. Bon, c'est pas les mêmes sports et les mêmes filières physiologiques, mais j'avais quand même, voilà, des connaissances sur la physiologie, sur les règles de base de l'entraînement. Et puis aussi, je dirais, une certaine exigence. C'est vrai qu'en kayak, c'est un sport très technique. Donc, on cherche à grappiller comme ça des secondes ou des dixièmes de secondes plutôt. Et puis en course à pied, en trail, sur les terrains techniques, j'ai toujours eu l'envie, voilà, de passer plus vite, d'essayer de, comme ça, me dire que chaque seconde compte. Et je pense que ça a joué un rôle dans mes performances quand même. Qu'est-ce qui vous motive dans le sport? Est-ce que c'est une envie d'évasion? Est-ce que c'est le contact avec la nature, le dépassement de soi? Ou un Je mélange de dirais un tout peu ça? tout à la fois. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Je remarque quand même que quels que soient les sports que je fasse, que ce soit en compétition ou pas en compétition, j'ai une recherche de performance. Quand je faisais de l'escalade, j'ai jamais fait de compétition, mais j'avais une recherche de performance. Alors bon, à mon niveau, hein, voilà, j'étais pas, j'étais pas dans les meilleures grimpeuses du monde, mais je cherchais à toujours m'améliorer. J'aime ça en fait, chercher la technique. Même là, je fais du ski de fond. J'ai toujours envie je regarde des vidéos, j'ai envie de m'améliorer dans tous les sports que je fais. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis j'ai besoin d'être dehors. Oui, alors le trail, ça comble mon besoin d'évasion, d'être dehors. Ça permet, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que
c'est un des rares sports qui permettent d'aller partout. On peut aller n'importe où. Sur les sommets, c'est simple. Voilà, il n'y a pas un gros matériel à emporter. Et c'est quasiment illimité. Moi, j'habite en Haute-Savoie et avant que j'ai parcouru tous les sentiers, tous les sommets, il va se passer un bon moment, je pense. On peut repasser sur différents sentiers à n'importe quelle époque de l'année ou à n'importe quel moment, quand il fait soleil ou quand il fait un peu plus gris. On perçoit le paysage totalement différemment en fonction de l'émotion. Oui. Alors ça c'est clair. Même je vois le Salève. Je connais, je pense, chaque caillou de certains sentiers parce que c'est vraiment mon terrain d'entraînement numéro 1. Mais voilà, il suffit qu'il neige un peu et qu'il y ait de la neige sur le sentier pour que tout de suite le parcours ait une saveur différente selon la météo. Si c'est l'automne, le printemps, c'est ça qui est aussi fabuleux, c'est la variété, c'est même une même descente, s'il y a des feuilles mortes, pas de feuilles mortes, si c'est gelé, pas gelé, tout de suite les sensations vont être différentes. Donc c'est vrai que c'est un des rares sports où c'est très il y a moins de lassitude que dans d'autres. Je vois par exemple, je fais pas mal de ski de fond, mais à force tourner toujours sur les mêmes pistes, c'est quand même un peu ennuyeux, ou alors faut se déplacer dans différents domaines, mais souvent ça fait faire beaucoup de kilomètres en voiture. Là, en course à pied, dans un rayon d'une demi-heure de voiture, j'ai déjà des terrains de jeu presque illimités, donc c'est ça qui est fabuleux. À travers les sports que vous avez pratiqués, on sent toujours aussi cette tendance vers le sport nature. Oui, alors ça c'est clair. J'ai jamais aimé les sports co, par exemple. Je pense que voilà, j'étais pas spécialement douée. À un moment, j'aimais bien nager, mais rester enfermée dans une piscine, c'est difficile. J'ai fait du yoga aussi, j'aimais beaucoup, mais le fait d'aller toujours en salle, l'hiver quand il pleut et qu'il y a du brouillard, on est content, mais dès qu'il faisait beau, l'idée de m'enterrer dans une salle de yoga, je trouvais ça un peu limité. Alors on peut faire du yoga dehors, mais c'est quand même pas la même chose, c'est quand même assez statique. Voilà, j'ai vraiment besoin d'être dehors, même si c'est pas pour faire du sport. Voilà, les jours de repos, j'aime bien aussi me balader tranquille dehors avec mes enfants ou mon chien ou toute seule. Et voilà, j'ai vraiment besoin. C'est un besoin en fait, c'est pas seulement une envie. En 5 ans de pratique sur le trail, quel regard portez-vous sur l'évolution de cette discipline ? Alors c'est sûr que j'ai l'impression chaque année il y a plus de pratiquants, ça se démocratise de plus en plus. Au niveau des élites, le niveau augmente quand même beaucoup, surtout sur les courses courtes, mais c'est vrai que voilà, chaque année le niveau augmente. Et puis le matériel aussi progresse énormément. Je pense que ça joue un rôle aussi dans l'augmentation du niveau. On a toujours du matériel plus confortable, plus léger. J'ai l'impression que il y a un effet de mode en ce moment, mais je pense que ça va être durable parce que je pense que le trail réunit un peu tous les ingrédients d'un sport populaire ou un sport de masse, la facilité de pratique, le faible coût du matériel. On peut dépenser beaucoup d'argent, mais on n'est pas obligé. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément aller seuls en montagne, ils savent pas forcément lire une carte, ils peuvent être un peu inquiets d'aller tout seuls. Et le trail leur permet quelque part de faire ces balades en montagne de manière organisée. Il y a beaucoup de gens qui prennent le départ d'une course, non pas pour la performance. Je pense que les élites qui visent vraiment la gagne, c'est une minorité. Mais beaucoup de gens font ça pour simplement le fait d'avoir un parcours tout fait, mis à disposition. Et puis l'ambiance, le fait d'être avec d'autres coureurs, etc. Il y a aussi un aspect de convivialité comme ça qui est très recherché. Donc je pense que ça va vraiment ça va continuer. L'ampleur que prend le trail va continuer. Une envie d'évasion pour les participants. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de participants qui, par exemple, je vois, là j'étais à la Saint-Élion, c'était quand même assez, pour moi ça a été assez stupéfiant de voir le nombre de coureurs qui prenaient le départ alors que vraiment la météo était assez épouvantable. Bon, il faisait pas mauvais, mais il faisait extrêmement froid avec des vents. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit finalement ça donne un sentiment d'aventure aux gens, mais une aventure facile. Voilà, la vraie aventure aujourd'hui, des gens comme Michael, ils vont explorer les pôles ou quoi, ou des alpinistes, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de logistique, il faut beaucoup de préparation. Et le trail, un UTMB par exemple aussi peut donner le sentiment aux gens qu'on vit une vraie aventure tout en étant finalement très facile. Il suffit de s'entraîner, s'inscrire et prendre le départ. Après, le parcours est balisé. Mais il y a effectivement un sentiment d'évasion, d'aventure qui plaît aux gens, je pense. Et là, en plus, on a des organisations, des structures qui permettent de faire des courses, des trails,
et on n'a plus de questions à se poser puisque Voilà. ça se professionnalise énormément. Oui, oui, complètement. Maintenant, c'est vrai que l'organisation des courses, même les petites courses locales, souvent c'est assez impressionnant. C'est bien organisé, il y a des ravitaillements. D'ailleurs, les gens des fois râlent quand il y a les moindres couacs. Mais c'est vrai que, oui, ça se professionnalise et je dirais que maintenant c'est impressionnant. Voilà, chaque village presque a son trail, avec beaucoup de bénévoles engagés aussi. Ça c'est impressionnant quand même. Et donc c'est vraiment quelque chose, on voit que ça plaît et que c'est plus du tout un petit milieu confidentiel. Il y a le nombre de gens, moi je l'ai vu autour de moi, le nombre de gens qui font du trail, ça a vraiment augmenté énormément en quelques années. Mais l'ADN reste le même puisque ça reste un sport simple, pratique et Oui, conciliable avec les engagements professionnels et familiaux parce que vous avez oui, 3 enfants et vous êtes prof d'histoire géo à oui. Genève. Alors, oui, tout à fait. C'est aussi ça. Moi, à un moment, j'aimais vraiment beaucoup le yoga, par exemple, mais c'était très contraignant parce qu'il faut, il y a des horaires de cours, par exemple. Il y a aussi un coût quand on suit des cours. Les gens qui vont dans des fitness aussi, voilà, il y a quand même un coût assez important, des abonnements, des horaires un peu rigides. Et l'avantage du trail, c'est que finalement, on le pratique n'importe où, à l'heure qu'on veut, comme on veut. On peut aussi aller en club si ça nous chante. Et puis finalement, en 1 heure, je vois, en 1 heure d'entraînement, alors bon, moi maintenant, je m'entraîne quand même beaucoup plus, mais au début, si j'ai commencé à faire du trail, c'est parce que ça me permettait en 1 heure déjà d'avoir une bonne dépense physique. Alors que par exemple, en vélo ou encore pire en escalade, si on n'a pas 2, 3 ou 4 heures devant soi, c'est pas évident à vraiment pouvoir s'entraîner ou en tout cas se dépenser assez. Donc c'est ça qui est vraiment chouette dans le trail. Et puis finalement, ça va à tout le monde, ceux qui habitent en montagne, ceux qui habitent en ville, au bord de la mer. Voilà, il y a de multiples façons de pratiquer. Donc c'est vraiment adaptable pour tout le monde. À votre niveau, comment se dessinent les défis d'une année sportive? C'est un peu la difficulté, c'est que alors ça c'est un des inconvénients de la discipline, c'est que contrairement, quoi, par exemple moi quand j'ai fait du kayak ou je vois là en escalade ou en ski de fond ou dans la plupart des sports, finalement il y a un circuit de Coupe du Monde et tout le monde suit le même circuit. Et ça a quand même un avantage, c'est que toutes les élites sont confrontées entre elles et voilà, les titres ils sont vraiment représentatifs du niveau. Sur une Coupe du Monde de ski de fond, il y aura tout le monde. Alors qu'en trail, on n'a pas réussi à faire ça. Il y a des multiples circuits, des multiples challenges, et il y a aussi énormément de courses très belles partout dans le monde. Alors ça, c'est génial parce que ça ouvre beaucoup de défis, beaucoup de potentialités. Mais en même temps, chaque année, il faut faire un choix, et ça, c'est quand même compliqué. Moi, c'est pour ça que j'ai eu tendance à faire beaucoup de courses parce que j'avais du mal à faire des choix. Pour l'année prochaine, je dirais que j'ai regardé un peu les courses les plus où il y aura le plus d'élite ou en tout cas les courses les plus renommées. Donc je vais faire l'UTMB qui maintenant devient vraiment comme un championnat du monde ultra trail. Je vais faire les championnats du monde parce que je suis sélectionnée, donc je pense que c'est quand même un titre qui a de la valeur. Et après je vais faire les grands circuits qui sont aujourd'hui en trail. Il y a surtout 2 circuits, il y a le Skyrunning et puis l'Ultra Trail World Tour. Donc je vais essayer de m'aligner sur les 2 parce que heureusement il n'y a pas besoin de beaucoup d'épreuves pour être classé. Voilà un peu comment je choisis mes courses. C'est vrai que pour l'instant j'essaye de faire ces courses-là parce que il y a aussi des très belles courses pas renommées, quoi, où il y a pas forcément de grosse concurrence. Mais justement, je trouve un peu dommage. Moi, j'essaye aussi de rechercher un peu la concurrence pour. Je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant. Il y a aussi beaucoup d'envie en fait d'envie de découvrir certains territoires, certains paysages quand on Oui, s'aligne sur une oui, course. oui, oui, complètement. C'est pour ça que je suis allée sur la Hard Rock. C'était un peu contraignant quand même parce que c'est loin. J'ai dû partir longtemps par rapport à ma famille. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de découvrir. Je vois une course aussi comme le Grand Raid de la Réunion. Bon, on traverse toute l'île, hein. Donc bon, on ne devient pas un spécialiste de la Réunion en une course, mais on a déjà un bel aperçu des paysages, des fois de la culture aussi, hein. Chaque course est organisée un peu avec la culture locale, l'ambiance locale. Et c'est vrai que c'est ça qui est sympa aussi, c'est le côté, on a un potentiel de découverte presque illimité, hein. Et il n'y a pas forcément besoin d'ailleurs d'aller à l'autre bout du monde. Même une course comme l'UTMB, finalement,
c'est à côté de chez moi, mais on découvre qu'on traverse 3 pays, on découvre quand même beaucoup de panoramas différents, et c'est ça qui est vraiment chouette. L'UTMB, justement, la Saint-Élion, les Templiers, la Transgrande Canaria, à l'arrivée de chaque course, quel est le sentiment qui l'emporte chez vous? Je dirais que sur les courses très longues, c'est quand même le soulagement, parce que peut-être certains se font plaisir du début à la fin d'un ultra, mais en tout cas moi c'est pas mon cas. Je commence à être bien fatiguée à la fin parce que je donne toujours le maximum pendant la course. Et oui, c'est le soulagement, souvent quand même la joie d'être arrivé au bout, parce que sur les ultras rien n'est jamais acquis. Et bon, si en plus il y a une victoire au bout, eh bien c'est clair qu'il y a une grande joie qui est des fois un peu masquée sur le moment par la fatigue. Mais en tout cas, oui, une grande joie d'être arrivé au bout et d'avoir réussi une course pleine. Et puis surtout, la joie aussi de se reposer quand même, de pouvoir enfin s'asseoir, boire un coup et prendre une bonne douche. Puis c'est l'aboutissement de toute une préparation en amont. Oui, alors c'est clair, surtout pour les courses les plus importantes, comme par exemple l'UTMB, oui, c'est l'aboutissement d'une préparation. Où là, je vais aller fin février à la Transgrande Canaria. Bon, c'est un peu le début de la saison. C'est ça qui marque si la préparation hivernale a été réussie. Ça donne le ton de la saison. Donc, c'est aussi un moyen soit de se rassurer, soit au contraire de se dire, oh là là, il faut remédier à certaines lacunes ou certains problèmes physiques. Par exemple, l'année dernière, c'est sûr que j'avais eu l'impression de bien me préparer, mais en fait, j'en avais trop fait. Et j'étais en surentraînement sans me rendre compte. Et quand j'avais abandonné à la Transgrande Canaria, ça a été ça a été la sonnette d'alarme de dire attention, si je veux pas torpiller le reste de ma saison, il faut mettre en place des stratégies pour me soigner et me reposer. Comment on arrive à mettre le bon curseur à travers tous ces différents paramètres, puisqu'il y a les rythmes d'entraînement, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, la récupération, s'hydrater. Oui, je dirais que moi j'ai une nature un peu perfectionniste, donc je fais vraiment attention. Je mange je soigne vraiment l'alimentation. Je pense que c'est pas en mangeant des produits de mauvaise qualité qu'on peut vraiment être en forme. Ou alors on peut l'être quelques années. C'est vrai que à 20 ans, je pense qu'on peut se permettre de manger n'importe quoi et d'être quand même en forme. Mais si on veut durer dans le temps et en prenant de l'âge, rester en forme, je pense vraiment l'alimentation, c'est un paramètre déterminant. Encore plus que l'alimentation, il y a le sommeil aussi. Moi, je fais vraiment attention. J'essaie d'avoir une hygiène de vie assez rigoureuse avec des heures de sommeil régulières. En plus, avec des enfants, je dirais que si j'aurais pas d'enfants, je sortirais peut-être un peu plus le soir. Mais avec les enfants, de toute manière, je suis un peu limitée au niveau des sorties. Mais je pense que tout ça, c'est important. Les étirements aussi, aller voir des ostéos, des kinés, essayer de travailler aussi pour pas être trop stressé forcément. Tout ça, ça compte aussi. Il n'y a pas que l'entraînement. Après, pour l'ultra, la difficulté, je dirais que c'est de doser les doses d'entraînement, les charges d'entraînement, justement. Si on veut être performant en ultra, on est obligé de faire beaucoup de sorties longues et des grosses charges d'entraînement. Mais en même temps, si on en fait trop, on s'épuise. Donc ça, c'est quand même difficile. Il y a des mesures. Maintenant, il y a des outils de mesure quand même qui marchent assez bien. Au niveau de la fréquence, de la variabilité de la fréquence cardiaque, je pense que tout ça, c'est quand même important si on veut être performant longtemps. Est-ce que la première vigilance reste le risque de blessure? Avant, je dirais pas pour moi en tout cas. Au début, oui, dans mes débuts, j'avais pas un corps qui était habitué aux efforts de la course à pied. Donc j'avais tendance à avoir toujours mal quelque part, un genou, un muscle, quelque part. Maintenant, je dirais que j'ai un corps qui est bien endurci justement et je me blesse jamais ou presque jamais. Et pour moi, non, c'est plutôt la fatigue centrale. Cet apport, est-ce que c'est utile dans la vie quotidienne pour vous, pour votre équilibre familial et professionnel? Oui et non, oui, ça me fait du bien. C'est sûr que je pense que ça a augmenté ma confiance en moi, le fait d'avoir bénéficié d'une certaine reconnaissance. Ça apporte aussi, je pense, quelque chose à ma famille. C'est vrai que je pense que je suis une source de motivation pour mes enfants. Ils sont bien sportifs, ils sont toujours motivés pour aller dehors. Je pense que j'y joue un certain rôle. Par contre, au niveau professionnel, ça a été plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça devenait quand même difficile. C'est difficile de concilier les deux
Donc j'ai eu quand même une certaine perte le travail est passé un peu au second plan, je dirais, une certaine perte de motivation. Non, c'est un peu plus compliqué de gérer le travail et le sport de haut niveau en même temps. Et comment faites-vous aussi avec les partenaires? C'est sûr que là, c'est toujours compliqué de trouver des nouveaux partenaires. J'ai pas forcément eu le temps, surtout les compétences, ni les relations pour m'investir, mais j'ai la chance d'avoir quelques partenaires qui me permettent justement de baisser un peu mon activité professionnelle. J'ai Salomon qui m'offre de l'équipement, de l'argent, un soutien. Voilà, sans eux, c'est vrai que ça serait pas pareil. J'ai aussi l'ATMB qui m'aide énormément, et après j'ai d'autres partenaires qui vraiment m'apportent soit du matériel de qualité, soit des aliments de qualité. Voilà, mais il faut pas oublier de les remercier, de les mettre en valeur. Mais après, ce qui nous manque en trail, peut-être, c'est des gros partenaires comme dans le ski alpin ou le ski de fond, où les contrats, voilà, c'est pas du tout les mêmes montants. Je dirais que pour ça, le trail reste encore un sport confidentiel. Il y a quelques personnes qui tirent très très bien leur épingle du jeu, mais elles sont pas nombreuses. Pouvez-vous nous parler de la Hard Rock, justement, qui nous emmène au Colorado, à San Juan Mountains, oui. en souvenir à l'activité minière qu'a longtemps fait vivre la région. Et la première édition est de 192. Ah, c'est une course assez fabuleuse parce que elle se déroule en assez haute altitude. Le point le plus bas, c'est 2650 mètres, je crois, et le point le plus haut, 4003. Il y a effectivement un territoire qui a vraiment une âme. Voilà, on voit que c'est des villes minières. Et c'est vrai que c'est vraiment le cœur de si on veut voir la culture américaine, c'est vraiment intéressant d'aller là-bas. Les gens sont souvent très cool, en même temps très organisés. Il y a un mélange de rigidité, mais en même temps ils sont très ouverts, très accueillants. Et la course, il y a un état d'esprit particulier. Si les gens retournent année après année à l'Hard Rock, ils parlent de la famille de l'Hard Rock. C'est vraiment, il y a une ambiance familiale, tout le monde se connaît. Et c'est vraiment un événement. Les bénévoles, ils y travaillent toute l'année. Pour eux, certains, c'est le point fort de leur année. Il y a par exemple des bénévoles de Rogers Canteen qui sont à un col qui est à 4100 à peu près. C'est vraiment un col, il fait 2 mètres de large et de chaque côté il y a une arête. Et ils se posent là toute la nuit, ils accueillent les coureurs avec de la tequila d'ailleurs, qu'on n'est pas obligé de boire. Et c'est des gens assez extraordinaires. Donc c'est vrai que quand on va là-bas, on découvre tout un univers, et puis aussi c'est beaucoup plus sauvage que chez nous. Le balisage, il est vraiment aléatoire. Les montagnes, elles sont vraiment, c'est désert, c'est pas du tout peuplé et quadrillé comme chez nous. Donc c'est vraiment assez passionnant à faire et à vivre. J'y serais bien retournée cette année parce que comme j'avais gagné, je pouvais y retourner. Mais bon, là, ça devient trop près de l'UTMB et pour la famille. Partir 2 années de suite, la moitié de l'été aux États-Unis, pour moi, c'était pas tellement possible en fait. À travers le sport, ça reste vraiment l'occasion de découvrir vraiment de différentes cultures. C'est de l'interculturel à taille gigantesque. Oui, quand et même. Humaine. Oui, c'est ça qui est sympa aussi. Alors après, je pense que quand j'étais allée à Hong Kong, par exemple, j'étais pas allée très longtemps, hein, j'étais allée 5 ou 6 jours, mais j'avais eu la chance d'être accueillie par des coureurs locaux et qui parlaient bien anglais, et c'est vrai que, et français d'ailleurs, et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une découverte. Si j'avais le temps, disons que moi, je suis un peu limitée par la famille aussi, si j'avais pas d'enfants, c'est sûr que je pense que j'en profiterais beaucoup plus pour voyager un peu partout dans le monde, parce que c'est vraiment sympa de découvrir plein de coureurs de plein de pays. Et à travers l'équipe Salomon aussi, on a des coureurs qui viennent un peu du monde entier. Et là aussi, on a des beaux échanges et c'est vraiment chouette. Et quand on se retrouve entre coureurs sur un trail, ça permet de aussi les accueillir convenablement en France et échanger. Oui, mais je dirais les limites de notre sport, justement, comme je disais avant, c'est qu'on n'a pas vraiment un circuit sur lequel tout le monde se retrouve. En kayak, on avait beaucoup plus un esprit de famille parce qu'on faisait toutes les étapes de Coupe du Monde et on se voyait tout le temps les mêmes. Alors que là, vu qu'il y a plein de courses partout, les coureurs sont un peu éparpillés. Mais bon, maintenant, de plus en plus, les élites, on se retrouve quand même sur quelques grandes courses. Et oui, c'est l'occasion de bien échanger, de bien discuter.
Comment vous est venue l'idée de participer à la Saint-Élion cette année? En fait, vu que j'avais abandonné l'UTMB, et puis qu'après je me suis pas trop sentie de participer aux Templiers, je me suis dit quand même qu'il fallait pas arrêter 2017 sur un échec. Et puis bon, j'avais essayé la Saint-Élion en 2013, j'avais dû abandonner. Et là, j'avais envie d'y retourner quand même, c'est pas loin de la maison. C'est une course quand même qui a une âme, avec énormément de coureurs. Donc voilà, c'était une bonne façon de finir l'année. Que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? Une bonne santé, du plaisir à courir et si possible encore quelques belles courses, belles performances dans les années qui viennent. Merci Caroline pour cette interview, c'était un plaisir de pouvoir parler sport Merci à vous. avec vous. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Merci.